Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La France modifie son budget pour faire passer la pilule auprès de Bruxelles. Alors que le gouvernement ne voulait pas changer sa copie, Paris a finalement annoncé 3,6 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors comment expliquer ces changements? L'analyse notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Le manifestant a été victime d'une forte explosion selon le procureur d'Albi. Ce sont les premiers résultats de l'autopsie de Rémi Fraisse, 21 ans, qui manifestait contre le barrage du Tarn. L'enquête doit désormais établir si cette explosion a pu être causée par une grenade des forces de l'ordre. La situation reste très tendue sur place. Les détails dans ce journal. Les élections législatives tunisiennes consacrent la victoire des laïcs. C'est une première dans le monde arabe. Une alternance se dessine. Les islamistes ont reconnu aujourd'hui leur défaite. En attendant les résultats définitifs, le pays apparaît une nouvelle fois comme un modèle et un pionnier dans la région. On en parle avec nos invités ce soir, le grand reporter Renaud Girard et l'essayiste Alain Gérard Slama. Et on votait aussi au Brésil hier. Dilma Rousseff a été réélue de justesse. Elle appelle au dialogue et à l'union. Autre scrutin en Ukraine et ce sont les pro-européens qui ont remporté ces législatives. Un scrutin qui signe le rapprochement avec l'Occident et un éloignement de l'orbite russe. Tous les éléments dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il était venu apporter son soutien aux manifestants anti-barrage de Sivens et il a trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche. Les premiers éléments de l'autopsie révèlent que Rémi Fraisse, 21 ans, a été victime d'une forte explosion. Reste à savoir à présent qui l'a provoqué. Sa famille va déposer plainte pour homicide volontaire. Les détails avec Pauline Dame. Une explosion à l'origine de la mort de Rémi Fraisse. C'est ce que révèlent les résultats d'autopsie présentés par le procureur d'Albi. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer, sur la base des lésions anatomiques relevées, que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Face à ces zones d'ombre, la famille pourrait déposer plainte mardi pour homicide volontaire. Pendant toute la journée, la situation est restée vive à Albi. Ils étaient près de 500 manifestants rassemblés devant la préfecture pour marquer leur soutien à ce militant écologiste et dire non au projet de barrage de Sivens situé à l'Isle-sur-Tarn. D'une capacité d'1,5 million de mètres cubes, ce barrage réservoir doit permettre d'irriguer les terres agricoles alentours. Les opposants dénoncent un projet coûteux qui ne servira qu'à soutenir l'agriculture productiviste des champs de maïs. Un rapport d'expertise présenté aujourd'hui leur donne en partie raison. Les experts déplorent un projet surdimensionné et un coût d'investissement élevé, plus de 8 millions d'euros. Ils estiment par ailleurs très moyenne la qualité de l'étude d'impact du projet. Mais selon eux, il semble difficile de procéder à l'arrêt du chantier compte tenu de l'état d'avancement des travaux et des engagements pris avec la profession agricole. Un projet qui divise dans les rangs politiques. Pour l'heure, la ministre de l'Environnement a préféré rester silencieuse devant la presse. Voilà, et en attendant les conclusions de l'enquête, on évoquera ce décès et ces manifestations de manière plus générale contre les grands projets d'infrastructure avec notre invité politique demain, Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. Il est l'invité du 22h dans notre formule Face à la presse avec les journalistes Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point, et Éric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1. Dans l'actualité, aujourd'hui, la France qui modifie son budget pour faire passer la pilule auprès de Bruxelles. Alors que le gouvernement ne voulait pas changer sa copie, eh bien Paris a finalement annoncé 3,6 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors, où les a-t-il trouvés? Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Une réduction supplémentaire du déficit de 3,6 milliards d'euros. Voilà la réponse épistolaire de Michel Sapin à la Commission européenne, elle qui a critiqué son projet de budget 2015. Début de semaine dernière, un courrier est adressé au ministre des Finances. L'Élysée voulait le garder secret, Mediapart l'a publié. La Commission européenne y fait alors état de ses inquiétudes et s'interroge sur les raisons qui ont conduit à ce que la France prévoie de dévier des objectifs budgétaires fixés par le Conseil. Autre interrogation, sur la façon dont la France prévoit de se conformer à ses obligations de politique budgétaire en 2015, conformément au pacte de stabilité et de croissance. Le tour de vis supplémentaire de 4 milliards d'euros demandé par la Commission européenne n'est aujourd'hui pas complètement atteint, mais la France fait un pas favorable devant les exigences de Bruxelles.
Une réponse positive, rendue possible selon Michel Sapin, notamment grâce à la baisse des taux d'intérêt qui allègent le coût de la dette et de mesures nouvelles comme la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale. Et ce, souligne Michel Sapin, sans modifier son soutien à la compétitivité des entreprises, ni les économies prévues de 21 milliards d'euros en 2015. La Commission européenne se prononcera mercredi sur le respect ou non, par la France, des règles européennes. Et on parle de ce budget et de ces changements avec notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors d'abord, où est-ce qu'on va trouver ces 3,6 milliards d'économies, Jean-Louis? C'est beaucoup. Oui. Alors il y a d'abord quand même 1 milliard qui ont été annoncés pendant le sommet européen. Vous savez que vu la modification du calcul de ce que doit la France à Bruxelles au budget européen compte tenu des modifications du PNB, il y a 1 milliard qui nous sera restitué. Donc voilà déjà 1 milliard. Après il y a 2,6 milliards qui viendront de la baisse des taux d'intérêt anticipée et de la lutte contre la fraude fiscale. Alors, ces deux options ne sont pas, disons, farfelues, véritablement farfelues, parce que l'année dernière, dans le budget 2014, par rapport à ce qui était prévu dans le budget qu'on a fait en 2013, on a effectivement gagné, grâce à la baisse des taux, à peu près 1,8 milliard. Et en matière de lutte contre la fraude fiscale, il y a eu 1,7 milliard inattendus qui sont venus alimenter notre budget 2014. Donc, l'idée, c'est qu'on va poursuivre ce combat, la baisse des taux va se continuer, et effectivement, on devrait trouver, avec le milliard que nous doit le budget européen, les 3,6 milliards en question. On s'en aperçoit aujourd'hui ? On s'en aperçoit aujourd'hui, et à partir de là, la Commission de Bruxelles va s'étonner et dire que brusquement, c'est pas un budget que vous nous proposez, c'est une pochette surprise en quelque sorte. Oui, mais... Parce que le problème, c'est que le milliard, il est sûr. Oui. Ça, il est sûr puisque ça a été décidé. Les 2,6 milliards qui restent sont beaucoup plus incertains. Parce que qu'est-ce qui vous prouve que les taux d'intérêt vont encore baisser? On est à 1,5% sur la dette publique. Comment ça va pas baisser quand même énormément? Sur la lutte de la fraude fiscale, exactement la même chose. Est-ce qui vous prouve que les restitutions qu'on a obtenues en 2014 se reproduiront? Donc on est sur des hypothèses. Mais alors est-ce que cette pochette surprise, ou plus sérieusement ce budget, va plaire à Bruxelles? Parce que c'est de cela dont il est question. Alors justement, oui et non. Oui, parce que effectivement, quand vous présentez la copie, vous avez au début, disons avant le week-end, on avait 4,3% de déficit. Après le week-end, on a 4,1%. Donc il y a théoriquement un effort. Mais le problème, c'est que les hypothèses sur les fameux 2,6 milliards supplémentaires sont tellement floues, tellement incertaines et surtout non reproductibles que la Commission va dire, attendez, là vous avez un coup de chance, si vous voulez, mais ce n'est pas sûr que ça va se reproduire totalement. Nous, ce que vous demandons, c'est des réformes structurelles. Pourquoi des réformes structurelles? Parce qu'avec la réforme structurelle, vous bouchez, vous fermez le robinet à dépenses. Et dans cette affaire, la France a l'air de vouloir jouer au plus fin, si vous voulez, de ne pas être vraiment franche dans ces affaires. Donc on ne peut pas dire si ça sera refusé ou accepté, parce qu'il y a un mélange de technique et de politique dans ces histoires-là, mais ça risque quand même de dire, écoutez, vous essayez en train de nous manipuler, quoi. Merci beaucoup Jean-Louis Gombaud pour votre analyse. Et la suite du 22h à présent, on va ouvrir une page spéciale élections dans ce journal. Il y avait des élections hier au Brésil. Dilma Rousseff, vous le savez, a été réélue de justesse. Un scrutin en Ukraine qui a consacré la victoire des partis pro-européens. Et puis, près de 3 ans d'ailleurs, 3 ans et demi après la révolution tunisienne, le parti islamiste Ennahda a reconnu sa défaite aux élections législatives dans le pays sans attendre les résultats définitifs. Toutes les estimations concluent à la victoire du parti séculier Nida Tounes. On en parle dans quelques instants avec nos invités, le grand reporter Renaud Girard et l'écrivain Alain Gérard Slama. Mais d'abord, le rappel des faits. Regardez, c'est avec Mounir Soussi. Démonstration de joie sur l'avenue Bourguiba à Tunis dès l'annonce des premières estimations des législatives. La coalition laïque Nida Tounes, menée par l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, sort en tête de ce scrutin. Jusque-là majoritaire, le parti islamiste Ennahda a reconnu sa défaite dans la journée avant la publication officielle des résultats. Ces premières législatives amorcent une alternance et lancent un nouveau cycle politique dans le pays à l'origine du printemps arabe. C'est vrai qu'il y a une amélioration, mais cette expérience reste encore incomplète. La prochaine fois, elle sera plus aboutie car on est en train de bâtir la démocratie qui n'en est qu'à ses débuts. Il y a 3 ans, 4 millions de Tunisiens s'étaient rendus aux urnes pour désigner l'Assemblée constituante. Pour ces législatives, 3 millions d'électeurs ont fait le déplacement pour un taux de participation qui s'élève à 60%. Depuis la chute de Ben Ali, le pays a traversé des périodes de violence. Devant les bureaux de vote, les Tunisiens veulent repartir sur de nouvelles bases.
La première chose que j'attends, c'est la sécurité. Après l'économie, puis les autres choses. Mais la sécurité est au-dessus de tout. Il n'y a pas d'économie sans sécurité. Économie et sécurité, les deux thèmes principaux de cette campagne dont devra se saisir la future coalition, car aucun parti ne dispose de la majorité absolue. Prochaine échéance électorale, les présidentielles en novembre prochain, où le président laïque Moncef Marzouki, candidat à sa réélection, remettra son siège en jeu. Et on parle de ces élections tunisiennes et de leur portée dans la région et au-delà avec nos invités ce soir, le grand reporter au Figaro, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. L'essayiste Alain Gérard Slama nous accompagne, bonsoir. Et ex du Figaro. Exactement. Et à noter que vous pouvez bien sûr réagir comme tous les lundis, je le dis à nos téléspectateurs, réagir à nos débats via le hashtag le22h. Alors, Renaud Girard, le parti islamiste Ennahda a donc reconnu aujourd'hui sa défaite avant même que les résultats définitifs soient annoncés. Il a félicité le rassemblement séculier, le parti héritier des valeurs de Bourguiba, Nida Tounes. D'abord, quel signal donne la Tunisie, selon vous, aujourd'hui, avec ce scrutin? Un excellent signal. C'est la première bonne nouvelle qu'on a depuis très longtemps, qui nous vient du monde arabo-musulman. Une très bonne nouvelle, pourquoi? D'abord parce que ces élections se sont déroulées dans un très bon climat, que les deux grands partis, c'est-à-dire les laïcs de Nida Tounes et les islamistes d'Ennahda, se sont en quelque sorte parlé, respectés. Au cours de la campagne et depuis la proclamation des premiers résultats officieux, à la fois Ranouchi, qui est le secrétaire général, le chef historique de Ennahda, du parti islamiste, et Beji Caïd Essebsi, qui est le vieux politicien, mais vieillard, enfin très vieux, mais et qui représente Nida très Tounes, vaillant. oui. Ils se sont parlé, il y a eu un vrai dialogue. Ils se sont parlé. Et ils ont même reconnu, preuve de maturité politique, la possibilité d'avoir un gouvernement d'union nationale, ce que les Italiens ont inventé dans les années 70. Alors vous dites bon signal, vous dites maturité alternance politique. aussi, Oui, alternance, on va en parler. Et Alain Gérard Slama, et puis analysons aussi ce scrutin. Est-ce que les islamistes d'Ennahda payent leur échec, j'allais dire, social, et puis aussi peut-être des ambiguïtés et complicités, diront certains, avec les salafistes? Sans aucun doute, mais cela dit, complicité avec les salafistes, non. Parce que, si vous voulez, dès l'assassinat de Chokri Belaïd en février 2013, qui était vraiment le laïc, je dirais presque le laïcard de la Tunisie, il y a un certain nombre quand même de gens au sein du parti d'Ennahda qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas perdurer. Et donc, du même coup, bien entendu, la rupture avec les salafistes a été totale. Et la remarque que je voudrais faire, qui est la chance que la Tunisie a eue d'avoir Bourguiba. Vous voyez, c'est très curieux, parce que Bourguiba considérait évidemment Ghanouchi comme son ennemi irréductible. Irréductible, il s'en méfiait totalement. Et en même temps, il avait une immense considération pour lui, d'après un certain nombre de témoins qui me l'ont rapporté. C'est-à-dire que ce bonhomme est quand même étonnant. Il a su, au moment où il s'agissait d'inscrire la charia dans la constitution tunisienne, battre en retraite. Il a le temps. Pas jeune, mais il a le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop triomphaliste par rapport à l'évolution des événements. Mais le parti Ennahda se dit... C'est-à-dire que vous analysez cette maturité, comme le dit Renaud Girard, cette reconnaissance rapide des résultats, peut-être par une stratégie en deux temps? Absolument. C'est l'ennemi du bourguibisme qui utilise les méthodes et la patience le savoir-faire de haute politique de Bourguiba. Malgré tout, c'est quand même le seul pays, si vous prenez l'Algérie à côté, c'est le seul pays où les islamistes et les laïcs se parlent normalement. Ils n'arrivent pas à se parler normalement en Égypte, partout ailleurs dans ce monde-là, ils se parlent à coups de grenades, de bombes et de rafales de Kalachnikov. Là, c'est le seul pays du monde arabo-musulman où les islamiques et les laïcs se parlent normalement. C'est un grand progrès. C'est une exception par rapport aux voisins libyens, égyptiens. Écoutez, en Algérie, il y a eu des élections qui ont été d'ailleurs gagnées par les islamistes. Ensuite, il y a eu une guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts. En Égypte, il y a eu un mouvement de rébellion populaire après la victoire des islamistes et la présidence de Morsi.
Et l'armée aujourd'hui réprime très fermement les mouvements islamistes. En Syrie, c'est la guerre civile la plus atroce. Et en Libye, vous avez un front qui s'organise, on se parle à coup de Kalachnikov, c'est un paysage chaotique. c'est un combat chaotique et de combat armé. Là, c'est le seul pays où on se parle normalement. Et ce qui est important, c'est que je crois que les deux partis, alors ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'hégémonie des islamistes, parce que Nida Tounes, les partis laïcs, a su s'organiser. Ce que, en Égypte, les forces laïques n'ont pas su s'unifier et s'organiser. En Tunisie, elles ont su s'unifier. Et puis, vous avez, ce qui est, me semble-t-il, très important, ce souci des partis, des grands partis tunisiens, de dépasser quand même quelque part leurs petits intérêts à court terme la bataille des égos, pour aller à long terme, puisque ils ont tous compris, les islamistes et les laïcs, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait de la stabilité politique pour avoir de la stabilité économique. Alain Gérard Slama, aux réactions également via Twitter, on va les afficher, on les voit, la voici. Alors oui, elle restera, donc la Tunisie dans l'histoire. La première réussite a été le vote de la Constitution, espoir immense. Donc se dessine quand même si vous dites attention à la suite, une exception tunisienne. Je dis attention à la suite, bien entendu. Pourquoi? Parce que si le verrou de la Tunisie devait sauter, c'est évidemment tous les autres pays qui céderaient. C'est-à-dire, c'est le pays vraiment dans lequel, et je répète, j'ai l'air d'être bourguibiste, je ne le suis pas. Mais grâce à un homme... Tunisie né à Tunis, c'est bien ça. Oui, je suis, bien sûr. Mais grâce à un homme qui avait une personnalité d'une dimension exceptionnelle, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il ait abusé ou qu'il n'ait pas abusé, qu'il ait mal vieilli ou pas, comme en France avec De Gaulle. Ça vous protège d'avoir une personnalité tutélaire qui vous aide à la fois, en effet, même quand on s'oppose à lui, à retenir la leçon qu'il a laissée. Vous voulez dire, il a mis les fondements, les bases, il a posé les bases. Si vous voulez, la condition des femmes telle qu'il l'a définie, c'est quand même difficile d'y revenir, mais on peut. C'est-à-dire, on peut pourquoi? Parce qu'il y a un Sud quand même. En Tunisie, il y a un problème du Sud. Il y a un problème économique qui est extrêmement lourd. Il y a un problème aussi, si vous voulez, qui est présent même dans les élites bourgeoises du pays ou féodales, comme on voudra, qui est « nous voulons notre voie propre ». Nous ne voulons pas tomber dans le piège du matérialisme de l'Occident. Vieux thème qui est exploité à fond, évidemment, par les intégristes et les islamistes. Il n'y a jamais très loin, n'est-ce pas, du renouveau spirituel ou fanatisme. Renaud Girard, oui, c'est un bon pied de nez à toutes ces démocraties occidentales qui n'auront pas réussi à maintenir leur ami dictateur Ben Ali. Comment justement est-ce qu'on a analysé à partir d'ici justement Renaud Girard ce scrutin? Est-ce qu'on s'attendait justement à la victoire des islamistes ou pas? Je crois qu'on a fait deux erreurs. La première, c'est deux erreurs en France. La première, c'est de recevoir chez nous, par le droit d'asile, des islamistes. On n'aurait pas dû le faire, qui étaient opposants, parce que le droit d'asile, c'est ceux qui partagent, c'était créé par la Révolution française, et ceux qui partagent les valeurs de la Révolution française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, et évidemment égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur qu'on a faite, c'est aussi de s'ingérer un petit peu dans ces affaires. Et par exemple, quand il y a eu, on n'avait pas à se prononcer sur les élections algériennes, quand il y a eu le FIS qui a gagné, le Front islamique du salut, on aurait sans doute dû le laisser gouverner pendant 4 ans. Et ce qui est très important dans les juger à l'épreuve les juger à l'épreuve des faits. Et ce qui est très important dans l'expérience tunisienne, c'est qu'on a vu que le gouvernement de Dieu, non, c'est les hommes qui gouvernent en fait, hein, et que les islamistes n'ont pas réussi à créer du travail, c'est ce que les gens veulent, du travail, de l'activité économique. Ils n'ont pas inspiré confiance au monde extérieur et que donc ils ont considérablement baissé. Qui appuie ce que vous dites. Avant de voter pour les laïcs ou les islamistes, les Tunisiens ont surtout voté pour le retour des touristes et de l'emploi. Oui, c'est du concret, c'est un vote utile, j'allais dire. Oui, sans aucun doute. Il y a quand même une dimension pratique du seul pays quand même qui n'a pas de bidonville. Je me rappelle que Chirac avait posé la question à Ben Ali, et qui évidemment s'en arrogeait le mérite, ce qui était évidemment possible. Et Ben Ali avait aussi une formule, il n'était pas totalement stupide, il lui arrivait de dire des choses intelligentes. Il disait, je l'ai entendu dire, l'islamisme n'est pas soluble dans la démocratie. Et bien là, peut-être qu'il se trompait, hein, peut-être. S'il y a un pari
qui ferait qu'enfin on pourrait parler. On pourrait parler d'un printemps des peuples. Et ça serait en effet dans le cas de la Tunisie. Mais je parle ainsi avec mon cœur, parce qu'évidemment c'est un pays que j'aime particulièrement. Et on l'a compris. Alors il y a tout ce que vous décrivez, il y a aussi, rappelons-le, Renaud Gérard, les Tunisiens qui ont voté aussi dans un contexte particulier, malgré la menace terroriste. Le scrutin s'est globalement bien passé, mais quelques jours auparavant, il y avait eu des incidents, une fusillade contre un groupe terroriste qui était retranché dans une maison près de Tunis. C'est un contexte qui est particulier et qui existe encore aujourd'hui en Tunisie. La population d'ailleurs, la population est allée applaudir l'action de la police contre ces terroristes qui avaient en plus amené des enfants avec eux. Enfin, c'est une histoire assez horrible. Non, je crois qu'il y a une très bonne leçon, en fait, partout dans le monde, Sonia, c'est que les peuples ne sont pas intimidés par les terroristes. On l'a vu d'ailleurs en Afghanistan. Les talibans ont menacé à plusieurs reprises de lancer de l'acide sur les femmes. Ils l'ont fait d'ailleurs quand ils le pouvaient, etc. Empêcher les gens de voter. Ils n'y sont jamais parvenus. Ils n'y sont pas parvenus en Tunisie, ils ne sont pas parvenus en Afghanistan. On n'empêche pas les peuples sont souverains, et les femmes, surtout dans ces pays musulmans, de s'exprimer. Et maintenant, quel est le principal défi? C'est la question que je vous pose à tous les deux pour la Tunisie. Alain Gérard Slama, est-ce que c'est d'intégrer justement toutes ces composantes, laïques ou islamistes, toutes ces composantes politiques? Est-ce que c'est de gérer aussi le chaos libyen, voisin? Ça, c'est un énorme défi. Bien sûr. Ou est-ce que c'est les deux peut-être? Bien sûr, non, mais le défi qui est là, il est évidemment énorme et la Tunisie seule ne peut pas le résoudre. Je pense, si vous voulez, il y avait eu une bonne idée, je vais presque là prêcher contre moi-même, j'ai jamais chanté les louanges de Nicolas Sarkozy, mais dans son projet de la Méditerranée, de l'Union de la Méditerranée, il y avait quelque chose dont la nécessité va apparaître de plus en plus urgente à mesure qu'on s'apercevra que les menaces demeurent. La Tunisie, elle est effectivement, elle s'en sort particulièrement bien, mais ça tient du miracle. Ça tient au peuple, c'est vrai que lors de l'assassinat de Belaïd, il y a eu des milliers de gens dans les rues pour désapprouver, et y compris des gens qui étaient plutôt de l'état d'esprit de Darda. Mais absolument, absolument. Donc il y a ça, mais d'un autre côté, il y a une dualisation de la société tunisienne, on le sait bien. Et malheureusement, on sait aussi que dans les situations critiques économiquement, ce sont évidemment les voix les plus fanatiques et les plus extrêmes qui se font le plus entendre. Renaud Girard, une exception tunisienne, c'est aussi très important pour l'Occident, pour l'Europe, pour la France, justement, dans ce paysage extrêmement sombre que vous avez décrit tout à l'heure avec le voisin libyen, algérien et d'autres. Oui, on peut parler quand même d'un modèle tunisien. Il y avait déjà eu la révolution de Jasmin qui s'était pas trop mal passée quand même. Ça s'est pas bien passé économiquement parce qu'effectivement cette instabilité a fait fuir les touristes et a fait fuir les investisseurs. Beaucoup. Il faut reconnaître que Ben Ali avait fait venir, il n'a pas fait que des choses mal, Ben Ali, il a fait venir beaucoup d'entreprises étrangères qui venaient investir et faire fabriquer. Il y avait beaucoup d'usines en Tunisie. Mais la question que j'aimerais poser, excusez-moi de prendre votre rôle de la cour, à Alain Gérard, c'est comment expliquer, c'est une question que je me pose en regardant ces images, comment expliquer que le modèle d'habitude, le modèle de la cour, le modèle de l'élite, c'est comme la cour d'Angleterre, on s'habille, etc., on fait du sport, et puis ça va jusqu'aux dans les classes les plus basses. Pourquoi? Comment se fait-il que dans le monde musulman, c'est le modèle paysan qui s'est petit à petit implanté dans la ville? Je vous parlais du Caire avec mon ami Gilles Kepel tout à l'heure. Au Caire, pourquoi est-ce qu'au Caire, dans les années 60, à l'université des années 60, personne n'était voilé? En Tunisie, pareil. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse? Je pense qu'il y a une part, alors là, je vais faire de la culpabilité occidentale. La société, la civilisation occidentale, plus les valeurs matérialistes, les valeurs matérielles se répandent dans le monde, plus les peuples sont incités à revendiquer ce qui leur est propre. Plus les valeurs universelles, pour lesquelles je combats évidemment, se répandent dans le monde, plus on entend se développer le discours des racines et des appartenances. Et je ne vois pas pourquoi la Tunisie aurait échappé à cette loi générale. Mais en revanche, est-ce que les racines, c'est comment ma grand-mère paysanne s'habille? Bien sûr, c'est ça. Et du même coup, c'est le danger des racines. Tu n'as pas mes racines, tu viens
vient pas du même endroit que moi. D'ailleurs, il vient pas de Tunisie, je ne le connais pas. Donc c'est ça, hein, ça construit entre les êtres, ça élève entre les êtres un mur d'incompréhension. Mais je voudrais là vous lire quelques lignes ça sera la conclusion d'une amie de ce tunisienne, débat. Hélène Béji, à propos du peuple tunisien, que vous connaissez peut-être. Une grande intellectuelle agrégée de l'université. Oui, ça c'est pas ce qu'elle a fait de mieux, mais c'est surtout, très bon écrivain. Un très bon écrivain. On vous écoute. Voyez ce qu'elle dit des Tunisiens. Musulmans, ils ont choisi le droit positif pour rédiger leurs lois. Arabes, ils se sont tournés vers l'Occident plutôt que vers l'Orient. Pauvres, ils ont refusé la dictature du prolétariat. Monarchiques, ils ont opté pour la République. Anticolonialistes, ils ont gardé la langue française comme patrimoine. Croyants, ils ont bâti un État civil. Conservateurs, ils se sont épris de leur époque. Islamistes, enfin, ils ont renoncé au droit coranique. Eh bien, écoutez, c'est quand même un beau texte, ça. C'est un beau texte. Le grand intellectuel Youssef Sédik, tunisien, que vous avez interviewé récemment dans le Figaro, a dit l'islam tunisien est le premier, en 1866, par là, à rejeter le wahhabisme. Formellement, officiellement. Donc, pour un islam plus ouvert. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que la Tunisie nous montre aussi, pas seulement un modèle religieux, mais un modèle politique nouveau dans le monde arabo-musulman. arabo-musulman. Merci beaucoup, messieurs. Merci Alain Cadet, et merci Renaud Girard. La suite du 22h. Et dans l'actualité aujourd'hui, bien les obsèques de Christophe de Margerie, PDG du groupe Total, mort la semaine dernière dans un accident d'avion en Russie. Les obsèques se sont déroulées ce matin en l'église Saint-Sulpice à Paris. De très nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique avaient fait le déplacement, parmi lesquelles le président de la République, François Hollande. Et tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde, regardez, c'est le tour de l'info. Il y est signé ce soir Agathe Pécastin. La France tente encore de faire libérer les jeunes filles enlevées par les islamistes de Boko Haram. Aux côtés de son homologue allemand, Laurent Fabius s'est rendu aujourd'hui au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé vouloir œuvrer pour un cessez-le-feu avec les insurgés. Et s'agissant des jeunes filles, on continue une très très forte pression. Mais honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas capable de dire ce sera tel ou tel jour. Il faut continuer la pression. Cadi évite de justesse la liquidation. Le tribunal de commerce de Paris a validé l'unique offre de reprise présentée par l'ancien directeur général Stéphane Dedieu. Une nouvelle en demi-teinte pour le célèbre fabricant de chariots. Sur 383 employés, seulement 128 pourront être sauvés. Aujourd'hui, le souci principal, c'est qu'on puisse repartir sur une société qui a les reins assez solides pour assurer l'avenir de ceux qui vont rester. Les frondeurs menacent encore de s'abstenir. Leur nouvelle cible, le vote du budget de la sécurité sociale qui aura lieu demain à l'Assemblée. Le député socialiste Jean-Marc Germain a fait savoir qu'il ne donnerait pas sa voix au gouvernement. La semaine dernière, ils étaient 39 élus de la majorité à voter la fronde. De nouveaux débats pour la réforme territoriale au Sénat. La commission chargée du texte est parvenue à un accord qui sera présenté demain au Premier ministre. Manuel Valls devra analyser la nouvelle carte des 15 régions des sénateurs. Prochaine étape, et non des moindres, se mettre d'accord sur les compétences des collectivités. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. À demain donc, avec plaisir toujours. Belle et douce nuit à vous.